Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force. Donc j'espère que vous allez bien les amis, vous avez passé une bonne semaine, que vous prenez soin de vous en ce moment là, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup sur le marché crypto et également économique traditionnel en général. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On va parler du Bitcoin. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Bitcoin, sur la tendance, parce qu'en plus là, on aurait dû être sur le marché October, alors qu'en fait, le Bitcoin finalement, il réagit pas comme on le voudrait. En fait, il réagit jamais comme on le voudrait, hein, si on analyse un peu les faits. Donc, on va parler un peu de tout ça pour dézoomer un petit peu sur la situation au niveau macroéconomique. En tout cas pour le Bitcoin, on parlera également du XRP, Ripple, où là aussi ça bouge beaucoup en seul feuilleton, et on parlera également en fin de vidéo des actualités économiques plus générales et également tout ce qui est en lien avec l'or, le cours du pétrole, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. On commence avec vous savez, les ETF Bitcoin Spot avec le rapport de Farside Investor. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur une dernière semaine plutôt en tendance baissière sur quelques jours, mais il suffit d'une journée, comme vous voyez, du 11 octobre, pour rattraper en fait toutes les pertes. Et on a un total en fait de flux entrant sur ce ETF Bitcoin Spot de 18,87 milliards de dollars, ce qui est une énormité, hein. On commence vraiment à atteindre petit à petit les 20 milliards de dollars injectés, hein, sur le marché des ETF Bitcoin Spot. Donc les institutionnels, qu'est-ce qu'ils font pendant que tout le monde panique? Eh bien, ils accumulent de plus en plus de Bitcoin. C'est ça que ça veut dire, et donc surtout BlackRock. Et on va en reparler parce que j'ai des articles et tout dans ce sens-là. Vous allez voir, c'est assez édifiant, hein, ce qui se passe. Ensuite, pour tout ce qui est par contre, maintenant on va passer aux ETF sur Ethereum. Et là par contre, c'est pas la même chose, hein. Ethereum, c'est vraiment la ramasse, puisque au 11 octobre, on a encore une fois des sorties. Donc en fait, sur la moyenne, ça ne bouge pas, si vous voulez, sur l'ETF Ethereum Spot. Comme vous le voyez, on est toujours à moins 546 millions de dollars injectés sur le marché d'Ethereum. Donc c'est vraiment ridicule, il ne se passe absolument rien. Voilà. Donc, rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là, si ce n'est que les ETF Bitcoin Spot sont de plus en plus attractifs au niveau des institutionnels. Maintenant, on va passer aux articles, et notamment avec un premier article, hop, de journalducoin.com, et cette fois une annonce pour MicroStrategy qui vise les 1000 milliards de dollars de valorisation en tant que banque Bitcoin selon Michael Saylor. Donc là, c'est carrément, vous voyez, une vision du futur de la part du PDG, de l'ancien fondateur donc de MicroStrategy, l'ancien PDG de MicroStrategy, c'est que lui, il veut carrément se projeter dans l'avenir, dans le futur, et créer une banque Bitcoin essentiellement. Donc, ce qui prévoit en fait, non moins que rien, c'est que le Bitcoin soit peut-être la monnaie refuge par excellence, et il vise surtout le fait qu'il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde au point de créer une banque Bitcoin. C'est ça que ça veut dire en fait, et c'est très intéressant un peu ce que ça signifie derrière dans son anticipation du futur. Je continue avec un autre article, cette fois de cryptost.fr. Les options sur les ETF Bitcoin Spot devraient arriver d'ici le premier trimestre 2025. Donc là, c'est un analyste de Bloomberg qui dit. Donc là aussi, ça date du 10 octobre 2024, l'article. Donc c'est assez intéressant parce que là, pour l'instant, les ETF qu'on a sur Bitcoin, même Ethereum, c'est des ETF classiques, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'acheter, vendre vos ETF. Mais les options, il faut savoir que là, ça apporte beaucoup de choses, hein. Il ne faut pas les négliger parce que c'est justement tout ce qui est les contrats futurs, à terme, c'est tout ce qui est les leviers un peu de trading classiques qu'on connaît donc sur les marchés classiques. Et bien tout ça pourrait arriver sur les ETF Bitcoin Spot et donc attirer une armée de traders en fait tout simplement, coupler cela à la volatilité du Bitcoin. Donc, je vous laisse imaginer le délire au niveau des capitaux, hein, ça attirer encore plus sur le Bitcoin. Donc ça a l'air de rien, mais ça n'est pas tant que ça, vous voyez là-dessus. Bon, ensuite je continue toujours avec les articles donc de cointribune.com. Là on va attaquer, on va dire, le sérieux au niveau des informations, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment
au niveau du marché hein, qui dégringole. Vous voyez, le marché dégringole au niveau des cryptos. Deux géants se ruent sur le Bitcoin, BlackRock et Metaplanet, donc une entreprise située au Japon, il me semble. Donc, ces entreprises-là achètent en masse du Bitcoin pendant que, quelque part, les investisseurs particuliers, eux, vendent leur Bitcoin et paniquent sur le marché actuel. Donc, ça veut tout dire, hein, tout simplement. Donc, maintenant, je vais passer à des petits articles Twitter, si je puis dire. Je trouvais très intéressant dans le sens où il y a des informations quand même révélatrices comme ces tweets de Hash Crypto ou le Bitcoin. Enfin, après, je rappelle que là, on va attaquer tout ce qui est, par exemple, indicateur de performance sur les graphiques et tout. Donc, ça va prendre vraiment à la légère. Pour ça, je rappelle, hein, je ne suis pas un conseiller financier personnellement. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne connais pas l'avenir. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif. Et après, c'est à vous d'en tirer vos propres conclusions également et à faire vos propres recherches. C'est très important. Parce que là, on est dans du domaine des hypothèses. Hein. C'est pas, voilà, je vous dis pas que ça va arriver. Donc, ce qui se passe là, c'est de tweets de la part de Hash Crypto, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Hash Crypto, c'est un membre éminent depuis longtemps hein, de la communauté crypto, si je puis dire, et qui fait des analyses graphiques notamment. C'est un crypto trader depuis 2006. Vous voyez? Donc, cette personne-là, en fait, indique qu'il y a eu une Golden Cross, comme vous pouvez voir ici, et qu'à chaque fois qu'il y a eu une Golden Cross, ça a été un signal bullish, entre guillemets, de top départ de bull run. Donc, est-ce que ça va concrètement signifier quelque chose pour l'avenir des prix du Bitcoin hein, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent peut-être? Franchement, je suis très curieux. Donc, ça a été, par exemple, ça date du 12 octobre. Vous voyez, c'est très récent quand même. Donc, lui, il dit c'est les moyennes mobiles, en fait 25 et 35, qui se sont croisées. Voilà, c'est un indicateur comme ça, hein, après, pourquoi pas. Et donc, il dit que dans le passé, en 2016-2017, le Bitcoin donc, a augmenté de 2400% après ce Golden Cross. En 2020-2021, ça a augmenté de 600%. Et donc, aujourd'hui, nous voyons, enfin nous avons vu il y a quelques jours, ce Golden Cross, donc pourquoi? Franchement, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, qui sont experts, entre guillemets, hein, en analyse de courbes graphiques ou de ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que est-ce que H Crypto dit n'importe quoi, est-ce que c'est plutôt fiable ou non? Franchement, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, personnellement, tout ce qui est analyse graphique, c'est pas mon domaine. Voilà. Là, je vous montre l'info, après, vous en faites ce que vous voulez, mais on verra bien de toute façon si ça se répète dans les semaines qui viennent. Hein, voilà, ça va être évident. Ensuite, là, j'ai un autre tweet de Rect Capital cette fois. Donc là, je trouve très intéressant parce qu'on se base sur les chiffres donc mathématiques de performance des cycles passés du Bitcoin. Donc là, vous voyez par exemple qu'en septembre, généralement, quelle que soit l'année, c'est plutôt un mauvais mois pour la tendance des prix du Bitcoin. On voit que là, ça a été un massacre. Entre 2022 et 2017, tous les mois de septembre ont quand même été dans le rouge. Que quelques mois qui ont été dans le vert, dont 2024. Et là, c'est assez étonnant de voir qu'en 2024, on a eu quand même une belle performance. Et regardez notamment quand, à chaque fois qu'il y a eu une belle performance, c'est-à-dire dans le vert en septembre, systématiquement dans le passé, normalement, nous avons eu une tendance positive derrière de la part du Bitcoin, notamment en 2015, quand on a eu un plus 2,35% sur le mois de septembre sur le Bitcoin. Derrière, vous avez vu l'envolée que ça a été sur le reste de la fin d'année. Pareil pour 2016. Donc 2016, je rappelle que c'est l'année du halving du Bitcoin. 2016, pareil, septembre était dans le vert. Derrière, ça a été une poussée vers le haut de la part du Bitcoin. Et tous les mois où il y a eu, par contre, tout le reste a été dans le rouge, et bien, généralement, la tendance, excepté pour 2020, la tendance était plutôt dans le rouge. Et à noter qu'en 2020, quand c'était la tendance dans le vert derrière, c'était l'année du halving du précédent cycle. Donc c'est assez intéressant quand même de voir un petit peu les tendances passées. Donc logiquement, si l'histoire se répète et si les mathématiques se répètent, comme nous avons eu un septembre dans le vert, on devrait logiquement avoir un octobre, novembre, décembre
dans le vert au niveau des prix du Bitcoin et donc pousser les prix vers le haut. Voilà. Donc là, on a un octobre à moins 0,54% parce que nous sommes nous sommes le 12 octobre en fait. Donc les prix, les calculs des prix ont été faits sur sur les 2 premières semaines en fait d'octobre. Alors là, il reste 2 semaines à Bitcoin pour rattraper la tendance et espérons repasser dans le vert pour octobre. Sinon, ça voudrait dire que quand même, ça sera pas bon, hein, pas bon signe pour la suite des choses, hein, pour novembre et décembre, tout simplement. Donc, très curieux de voir aussi ce qui va se passer. Ensuite, troisième information, donc là sur Trends Google, j'ai tout simplement mis le terme Bitcoin et regardez, donc c'est depuis, j'ai mis donc la date depuis 2004. Vous voyez, ça va de 2004 jusqu'à 2024. Donc aujourd'hui, on voit bien que le top, il y a eu que 2 tops des tendances de recherche du terme Bitcoin dans le temps, ça a été lors des bull run, tout simplement, donc de 2017. Souvenez-vous quand le Bitcoin était passé après le halving de 2016 à quasiment 20 000 $, et également au cycle haussier de 2021 où le Bitcoin avait atteint à l'époque entre 50 et 60 000 $. Voilà. Et depuis, vous voyez, on a eu un petit pic là de tendance ici quand le Bitcoin, là, entre 2023 et 2024, est reparti à la hausse pour atteindre un nouvel ATH. Mais depuis, vous voyez, la tendance est largement essoufflée. C'est-à-dire que là, en fait, plus personne, quelque part, ne parle du Bitcoin. On est retombé sur une tendance similaire à des cycles de bear market, en fait. Donc là, on n'est pas en bull run. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où les médias ne s'intéressent pas du tout, quelque part, ou peu au Bitcoin et les gens également. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau macroéconomique. Je continue donc avec d'autres informations, hein, de ce type-là. Toujours sur le Bitcoin, les amis. Là, c'est un tweet de John Savage, donc qui annonce effectivement, là récemment, hein, ça date du 12 octobre 2024, son information, que là, on a atteint, en fait, dans les exchanges, une réserve de Bitcoin qui a atteint un plus bas jamais vu depuis 5 ans. Donc, c'est-à-dire que même le précédent cycle, comme nous étions en bear market dans le précédent cycle du Bitcoin, nous n'avions pas atteint un si bas au niveau des Bitcoins placés sur les plateformes exchange, détenus par la plateforme exchange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, là, les gens ou les institutionnels sont en train de retirer en masse leurs bitcoins des plateformes exchange. Donc après, on ne va pas jeter la pierre aux gens, hein, puisque forcément, avec les affaires FTX, avec les affaires de piratage à gogo, les affaires également de régulation sur les plateformes exchange, on comprend que, moi le premier, hein, je vous le dis, on a tous sécurisé nos bitcoins sur des portefeuilles Cold Wallet, Ledger et compagnie. Et cette tendance continue, c'est ça qui est très intéressant. Vous voyez, en octobre 2024, on a encore atteint un plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi les baleines, par exemple, et tout le monde en fait, prévoit plutôt qu'il va y avoir une hausse des prix du Bitcoin. Sinon, si ça avait été dans l'inverse, ça a été par exemple une tendance où on dit allez, le Bitcoin va chuter, et bien c'est l'inverse alors. Ça veut dire que là, les gens planifiaient de mettre leur Bitcoin sur les plateformes exchange pour pouvoir les vendre rapidement. Donc quand on retire des bitcoins des plateformes exchange, ça veut dire qu'en fait, on a une tendance, on planifie derrière une hausse des prix. Donc là, pour vous dire que, bon, ça risque quand même de chauffer. Et d'ailleurs, vous voyez que lorsqu'on avait une baisse, en fait, de la quantité de bitcoin dans les exchanges en 2023, derrière, comme par hasard, en fin d'année 2023, on a connu une explosion, hein, qu'on connaît, qu'on a vu, des prix du bitcoin, que vous pouvez voir ici. Donc en fait, c'est quelque part un peu proportionnel. On voit bien là quand la courbe des détentions de Bitcoin a chuté, bim, le prix du Bitcoin, lui, a monté. Donc, qu'est-ce qu'on risque de voir dans les semaines, mois qui viennent? À mon avis, je dis bien mon avis, eh bien, c'est un choc entre l'offre en fait et la demande de Bitcoin sur les plateformes exchange. C'est là où on fixe quelque part les prix aussi. Donc, voilà, donc pour vous dire, ne vous faites pas avoir, soyez patients, les amis. Mentalement, là, faut rester fort. C'est pas facile, hein, c'est clair, quand on voit ce qui se passe. Ça fait 7 mois que le Bitcoin il nous fait un bull, un trap massif, hein, on peut dire.
Mais n'oubliez pas une chose, et je vous le rappelle, et c'est même pas moi qui le dis là, là c'est Cointelegraph qui relaie l'information, et il relaie quoi comme information? Il relaie le fait que BlackRock a tout simplement indiqué récemment que la blockchain et les assets digitaux sont en train d'être adoptés de façon encore plus rapide que la plupart des révolutions avant, qui ont lieu avant, c'est-à-dire comme celle d'Internet et des téléphones portables. Je ne sais pas si si vous vous rendez compte quand même du délire absolu là, qu'ils sont en train de dire BlackRock. Et avec ça, ils montrent carrément une courbe, hein. Ils montrent, ouais, ils disent pas ça, ils tirent pas ça de leur chapeau. Ils montrent ouais, les courbes de l'évolution des technologies précédentes par rapport à l'adoption du Bitcoin actuellement, autrement dit, et surtout de la blockchain et des cryptoactifs. Voilà. Donc, pour vous rappeler que là, quand on se focalise sur uniquement les prix du Bitcoin, même des crypto-monnaies, eh bien, c'est dommage. Il faut, parce que derrière, en fait, on oublie encore quelque chose, c'est que, outre ces prix, le Bitcoin, tout comme les autres crypto-monnaies et la blockchain, c'est une technologie. Et donc, investir sur cette technologie, c'est investir sur quelque chose, et comme le dit BlackRock, et comme par hasard, pendant que tout le monde vend, BlackRock eux, continue d'acheter. Pour notre grand malheur, hein, évidemment, parce que c'est le cheval de Troie, bien évidemment. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on le sait, quoi. Pour les personnes qui connaissent la philosophie un peu du Bitcoin, qui parient sur la philosophie du Bitcoin, que BlackRock investisse dans le Bitcoin, c'est pas forcément une bonne chose pour la philosophie future et de décentralisation du Bitcoin. Bref. Bon. Donc, pour vous dire que, en fait, on n'est pas assez bullish, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que, personnellement, je vous redis, c'est mon opinion, encore une fois. Peut-être que autant ça va s'effondrer parce qu'on va avoir un crash, un astéroïde. Enfin, on ne connaît pas l'avenir, mais en tout cas, à l'instant T, je peux vous dire que on n'est pas assez bullish sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Parce que derrière, c'est la blockchain en fait qui est derrière tout ça. Bon, allez, je continue. Donc maintenant, je vais passer aux autres actualités, c'est-à-dire à Ripple et le XRP, où là, par contre, c'est moins sympa les nouvelles, hein, je ne vous cache pas. Donc, enfin, ça reste intéressant, hein. Mais disons que les péripéties n'ont pas fini hein, de continuer avec ce projet-là, puisque la SEC, on va en parler, continue d'attaquer Ripple. Donc là, j'ai une autre information pour l'instant de Ripple, hein, de l'entreprise officiellement, euh, en train tout simplement de lancer un nouveau service de détention, de stockage des crypto-monnaies. Vous voyez, donc leur objectif est de simplifier encore l'adoption et ils vont utiliser ce qu'ils appellent la tokenisation encore par le XRPL et les supports des DEX, c'est-à-dire des plateformes exchange décentralisées, et tout un système aussi de conformité, de monitoring, etc. Bon, voilà, donc pour vous donner un petit peu le cadre, c'est sorti bien évidemment dans les nouvelles officielles, hein, comme CNBC, vous voyez, donc Ripple lance tout simplement un nouveau service de crypto, de stockage pour les banques. Donc, on voit encore que là, Ripple avance quand même de plus en plus ses pions. C'est intéressant dans ce sens-là, mais en parallèle, c'est là où c'est étonnant quand même, parce qu'il lance tout ça pour les banques. D'accord, donc c'est quand même quelque chose où il y a un pont entre la crypto enfin, le système traditionnel bancaire. En parallèle, on a une nouvelle comme quoi Ripple a carrément gagné bon, un prix, donc Platinum Winner, de la meilleure plateforme de paiement transfrontalière, en fait. Donc là aussi, ça rappelle quand même beaucoup. Donc l'important, c'est les services de Ripple au niveau de la concurrence que peut représenter Ripple vis-à-vis du réseau Swift bancaire, hein. Donc on dit depuis un petit moment quand même. Et en parallèle, donc avec tout ça, on a des nouvelles, voilà, donc un article de cryptost.fr, Ripple passe à l'offensive après que la SEC ait fait appel à la décision de justice formulée à son encontre. Là, c'est, enfin, croire rêver, quoi. Donc l'affaire opposant à la Securities and Exchange Commission à Ripple semble loin d'être terminée, alors que la SEC a décidé de faire appel à la décision de justice qui a été prise durant l'été à l'encontre de Ripple. Ce dernier a décidé de contre-attaquer. Enfin, donc là, c'est la SEC continue en fait d'attaquer à tout va sans vraiment avoir de stratégie officielle.
Donc c'est assez inquiétant au final pour les États-Unis, hein, au niveau de l'industrie crypto, parce que la SEC est en train de vraiment faire fuir par tout ce qu'elle peut, de mettre toute son énergie à faire fuir l'industrie crypto, quoi. Et là, on le voit encore avec ça. Donc Ripple commence à en avoir marre, passe à l'offensive, donc c'est une très bonne chose. Contre-attaque, entre guillemets, par un contre-appel, pour être sûr que tout soit bien pris en compte dans la nouvelle stratégie d'attaque de défense dans ce procès. Donc on va vraiment avoir, on imagine quand même, le dernier round cette fois, mais c'est pas gagné quand on voit l'acharnement de la SEC contre Ripple. Donc, continue. Donc là, j'ai un autre pour vous dire à quel point ça prend de l'ampleur de plus en plus la frustration de l'industrie crypto et l'énervement même. Là, ça devient de l'énervement complet, de la colère contre la SEC aux États-Unis. Parce que là, j'ai un article de Cointelegraph. Donc, France, crypto binomial poursuit la SEC pour avoir affirmé que le XRP est un titre financier. Donc là, on rigole, parce que c'est même plus Ripple qui commence à attaquer donc contre-attaquer la SEC, il y a également d'autres plateformes et d'autres services, enfin, d'autres entreprises de l'industrie crypto qui commencent maintenant à tellement être agacées par la SEC et qu'elles attaquent donc la SEC enfin, sous réserve de ce qu'elles font en fait en termes d'action contre Ripple. Donc on dirait que là on a une alliance qui est en train de se former au sein de l'industrie crypto aux États-Unis pour justement commencer à dire à la SEC ouais ça suffit, vous en avez assez fait. Et le pire, donc ça le plus étonnant, là j'ai un article de Coin Academy, donc la régulation crypto de la SEC sous Gensler est un véritable désastre selon l'un des commissaires. Et là c'est pas un commissaire sorti du chapeau de nulle part, non c'est le commissaire de la SEC. Marc Uyeda, critique de la politique crypto de l'agence sous Gary Gensler, c'est-à-dire que même enfin, quand même des hauts fonctionnaires de la SEC commencent à dire attention, ouais, la SEC en fait on fait n'importe quoi. Donc là, franchement, on rigole. Donc ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, c'est pas la SEC qui attaque les cryptos, c'est vraiment le président de la SEC, c'est-à-dire Gary Gensler, qui est de plus en plus inquiété au niveau politique, mais qui s'enferme, on dirait, de plus en plus dans sa croisade. Je pense que c'est vraiment une histoire de croisade là, contre l'industrie crypto, peut-être une affaire de d'ego et de d'autres choses, hein. En tout cas, là, ça prend des proportions presque personnelles quand on voit que les propres employés, au final, de Gary Gensler se retournent contre lui. C'est vraiment une mutinerie, là, à ce niveau-là, avec les propos pareils. Bon, donc, franchement, c'est pas gagné, hein, ce qui se passe. Donc, ce sera tout pour XRP Ripple, hein. Aujourd'hui, les amis. On voyait que ça bouge beaucoup aux États-Unis, donc on n'est pas sorti d'affaire quand même pour Ripple, même si sur le fond, je le répète, ça ne changera rien parce que Ripple a trop de fondamentaux et surtout est trop présent au niveau mondial. Donc, au pire, tout ce qu'ils arriveront à faire, la SEC aux États-Unis, c'est bannir Ripple et les services de Ripple. C'est bien dommage parce que c'est des services quand même extrêmement pratiques pour les banques des États-Unis. Voilà, tout ce qu'ils arriveront à faire. Mais ça n'empêchera pas Ripple de se développer et d'aider d'autres services, d'autres pays, d'autres gouvernements et banques centrales, puisqu'on sait que Ripple a des partenariats quand même solides avec des banques centrales pour le développement de celles-ci, notamment de CBDC de banques centrales. Bon. Allez, je continue ce soir avec notamment une information sur Cointelegraph France de Fetch.ai et l'Imperial College s'associent pour lancer un laboratoire d'IA avec un fonds de 10 millions de dollars pour les startups IA. Donc on voit que ça y est, l'intelligence artificielle est sur le... et au goût du jour, sa tendance actuelle, en même temps que celle du RWA, de Real World Asset, la tokenisation d'actifs. Donc on voit que ça y est, l'intelligence artificielle maintenant est propulsée en fait par tout simplement Fetch.ai, mais en fait derrière c'est, vous savez, l'intelligence alliance, la super alliance au niveau de l'IA, la ASI, qui a été formée. Là, c'est plutôt positif parce que on rajoute à cette information en fait l'intégration de Kudos dans l'entreprise spécialisée dans le cloud computing, je l'ai dit la semaine dernière, dans l'alliance ASI. Donc plutôt positif. Allez, je continue. J'ai passé cette fois aux actualités un peu plus générales dans la crypto-monnaie. Donc un article de cointribune.com, l'intelligence artificielle brise les barrières KYC des exchanges crypto. Donc quand on voit que maintenant, on en est à des niveaux pareils au niveau de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que l'intelligence artificielle est en train de prendre vraiment de plus en plus de performance déjà, et qu'on est loin
très loin d'avoir l'intelligence artificielle bidon qu'on avait il y a 5 ans, 10 ans, où vraiment il n'y a rien qui marchait. Alors là, maintenant, on est vraiment à un niveau où on commence à perdre en fait déjà le contrôle. Hein, c'est un peu ça. Parce que là, vous avez vu, les KYC, notamment des exchanges crypto, normalement, c'est censé être inviolable. Normalement. Mais là, avec l'IA, c'est fini. Donc, on ne peut que comprendre pourquoi il y a une tendance à fuir de plus en plus les plateformes exchange crypto. Et peut-être ça va être même le cas pour les banques. C'est-à-dire que maintenant, l'intelligence artificielle, si elle est mal employée, ça peut être catastrophique en fait pour absolument tous les services de sécurité au niveau mondial. C'est un peu ce que ça nous révèle là quand même. Donc, c'est pour ça que ça rappelle quand même que le meilleur moyen de garder ces crypto-monnaies, c'est peut-être d'utiliser un cold wallet, une clé Ledger, en tout cas d'avoir vraiment, d'être vous-même les maîtres de vos fonds, quoi. Et de ne pas les confier aux plateformes exchange. Ce qui peut expliquer également pourquoi on a justement de plus en plus de bitcoins qui fuient, qui sont rapatriés des plateformes exchange, comme je vous l'ai montré précédemment. Allez, je continue donc avec une autre information cette fois. On va passer aux actualités donc plus générales économiques. Donc, un article de Les Échos, impôts, exil fiscal, la tentation de l'Italie. Ben oui, on voit c'est en France, on va dire l'information du moment, c'est que ça y est, ils ont décidé donc au gouvernement pour gérer donc le problème de déficit qu'ils ont eux-mêmes créé au gouvernement, soit dit en passant, et bien de monter la fiscalité, les impôts sur les riches. Sauf que du coup, comme je vous le disais la semaine dernière, et comme le disent de nombreux économistes comme Marc Toiti et bien d'autres, que plus vous augmentez la fiscalité et les impôts dans un pays, et moins en fait la partie sur laquelle vous imposez est grande. Donc en fait, c'est qui va être taxé au final quand tous les riches seront partis, parce que c'est en train de se passer, vu que comme dit cet article, la tentation de l'Italie est grande, mais également d'autres pays, il ne faut pas rêver, sont bien plus avantageux même que l'Italie. Eh bien, il restera plus beaucoup de fortunés en France, et avec les avantages que ces mêmes fortunés, notamment, apportés donc, à la France, parce que je rappelle que c'est en général les riches qui sont devenus riches par l'entrepreneuriat ou autre façon légale, hein, on dit bien, qui créent généralement des entreprises, de l'emploi et qui sont le tissu économique quand même assez important à ce niveau-là en France, dans les pays. Donc en faisant fuir toujours plus en fait cette catégorie de personnes, au final on va ok peut-être avoir un petit peu plus d'impôts et je suis pas sûr parce que comme je vous l'ai dit ils seront plus là, ils auront des combines pour échapper à l'impôt, mais par contre ils créeront plus leurs entreprises en France. Voilà, ça c'est bien dommage. Donc on va avoir en plus un ralentissement de l'économie, probablement, encore plus, comme si c'était pas suffisant. Donc on n'est pas sorti de l'auberge et surtout on a des gouvernements, enfin, des politiques qui sont vraiment incompétents et qui devraient prendre des cours d'économie. Vraiment c'est assez chaud quoi. Bon, et donc pour vous donner un petit peu que pensent notamment les États-Unis et les autres pays dans le monde de la France aujourd'hui, mais surtout de l'Europe, eh bien voilà, on a un petit avant-goût ici sur un article de Bloomberg. Donc l'Europe est presque à court de temps pour défendre sa place dans un monde brutal. Donc en gros, l'Europe s'est fait bouffer quoi. Eh, c'est écrit noir sur blanc, hein, je ne l'ai pas inventé. Donc c'est plutôt réel, hein, c'est plutôt, ça me semble plutôt bien sorti, l'article plutôt juste, et ils font référence au rapport, vous savez, de Mario Draghi, qui avait essayé de réveiller un petit peu tout le monde il y a quelques semaines. Voilà. Donc, en gros, l'Europe est en train de s'effondrer, c'est un peu ce que en train de préparer la Bloomberg, et c'est pas moi qui vais leur jeter la pierre, puisque c'est ce qu'on est en train de voir sous nos propres yeux. Un article de Le Monde, en Allemagne, l'économie devrait encore se contracter en 2024. Les plus grands instituts économiques du pays tablent sur un recul du PIB de 0,1% en 2024, soit une récession en fait. Entre guillemets, si on lit, quand on a un recul du PIB sur plusieurs trimestres donnés, ça s'appelle une récession. Voilà. Donc l'Allemagne est bien en récession, l'Europe probablement aussi, même s'ils ne veulent pas nous le dire comme ça parce que le mot récession fait peur. Mais on y est en fait. Voilà. Et l'Allemagne, je rappelle, c'est la première économie d'Europe.
Donc effectivement, l'Europe has fallen. Bon, allez, je continue et avec un dernier petit article. Donc cette fois, on va se tourner vers l'Asie, la Chine, parce que c'est vrai que là-bas aussi, c'est pas triste apparemment leur situation économique. Donc la Chine, Pékin présente un ambitieux plan de relance économique. Vous savez, ils avaient déjà annoncé un plan de relance de 1200 milliards, il me semble, et là, enfin, ils ont annoncé de nouveau ce samedi 12 octobre que la Chine mettrait à disposition de son économie un soutien budgétaire de 325 milliards de dollars, 300 milliards d'euros, au cours des 3 prochains mois, afin de soutenir les banques, le marché immobilier et soutenir également la consommation. Donc, la Chine aussi, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Eh bien, c'est de faire comme l'Occident au final, pour le meilleur et pour le pire, c'est de faire fonctionner la planche à billets comme des malades. Donc, on sait déjà dans quelle voie se lance la Chine, hein, c'est-à-dire dans la future voie, parce que la Chine quand même a peut-être moins de dettes que nous, mais quand même, il a moins de dettes que les États-Unis, c'est sûr, mais peut-être pas autant que, peut-être moins que nous, ou plus que nous, peut-être l'Europe. Ça serait à vérifier, ouais. Mais en tout cas, eux aussi, ils font fonctionner la planche à billets. Donc ça, on voit bien que les problèmes des dettes publiques, c'est quelque chose de mondial, hein. Il n'y a pas que l'Europe qui est concernée. Les États-Unis, en gros, c'est champion du monde également, mais ils ont quand même leur dollar pour le soutenir. Mais par contre, le jour où ils n'ont plus leur dollar, là, c'est fini, on ne reparlera plus. Les États-Unis seront rayés de la carte. Voilà. Donc, tout ça fait en fait un petit résumé, hein. On va ressortir ici. Je vais vous montrer maintenant les cours des actifs, notamment le CAC 40. On va parler du pétrole, ça veut bien s'afficher. On va également parler du cours de l'or. Voilà, parce que c'est assez révélateur quand même, hein, tout ça, de ce qui se passe sur la scène géopolitique à l'échelle mondiale. Donc là, par exemple, je suis sur prixdubaril.com et vous voyez donc, le prix du baril de pétrole qui est, vous voyez, à 78,85 dollars par baril. Donc on assiste vraiment à une baisse, hein, vous voyez, du pétrole, donc c'est une bonne nouvelle sur ce plan-là, sauf que malheureusement, l'État français donc annonce par contre, dans le cadre du plan d'austérité, eh bien, vous l'avez vu, hein, de toute façon, à la télé, ils en parlent quasiment tous les jours, c'est d'augmenter en 2025 toutes les taxes sur l'énergie, notamment les taxes sur l'électricité, le gaz, mais pourquoi pas, on verra bien hein, s'ils touchent à l'essence. Donc, ça n'en est pas sorti, même si ça baisse le cours du pétrole, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, hein, vraiment, pour tout ce qui est l'inflation, puisque c'est la base quand même de beaucoup d'éléments dans l'industrie pétrochimique. Le pétrole reste l'élément forcément hein, principal de transformation. Donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant on verra si le gouvernement surfe là-dessus ou maintient les prix forcément, puisque on s'y est tous habitués éventuellement, hein, comme ça. Voilà, après au niveau du CAC 40 et du samplon S&P pardon, 500, vous voyez donc là on voit la courbe en jaune c'est le S&P 500, la courbe en bleu c'est le CAC 40. Donc on voit qu'on s'est fait vraiment exploser hein, depuis en fait 2011. Il y a vraiment eu une décorrélation progressive et de plus en plus forte entre le marché américain et le marché français. Puisqu'on le voit, hein, nous on a fait un plus 279% et le S&P 500 a fait un 676%. Donc ça revient un peu à, récapituler un peu qu'est-ce qu'a innové, enfin, quelles ont été les innovations aux États-Unis, quelles ont été les innovations en Europe. On le sait déjà, grâce à Tesla, Apple, voilà, le S&P 500 a tout explosé sur son passage, Google notamment, enfin voilà, Meta, fait tout. Et en Europe, nous, tout ce qu'on a pu innover, eh bien, on se les fait voler. Donc, nos entreprises ont été vendues par nos politiques, notamment en France, à l'étranger, donc nos industries surtout. On parle même là apparemment de vendre des banques, certaines. Et donc on se retrouve avec un... Forcément on n'a plus rien, donc on n'a plus que l'innovation en Europe, c'est, vous savez, vu qu'on est à fond dans l'écologie, et bien d'avoir créé le bouchon qui ne peut pas se séparer de la bouteille. Voilà, le bouchon plastique. Donc c'était ça notre innovation comparée à celle des États-Unis, et je ne parle même pas bien évidemment des entreprises chinoises qui, elles, sont en train de tout pulvériser aussi sur leur passage. Voilà un peu où on en est sur la tendance macroéconomique des marchés boursiers français et américains. Au niveau maintenant plus récent, on va voir où ça se situe.
la tendance, on voit que le CAC 40, vous voyez, évolue quand même moins vite que le S&P 500. Vous voyez, 1,5 sur un mois pour le CAC 40, 3,36% pour le S&P 500. Sur 5 jours, là, c'est la même tendance. Vous voyez, on est en divisé par deux, en fait, par rapport au S&P 500. On est à la traîne, en fait. On est à la traîne, tout simplement. Et sur le jour d'aujourd'hui, par contre, on reste quand même accroché. Au moins pour aujourd'hui. Bon. Donc là, ça révèle quand même, vous voyez, que depuis 2011, au final, la légalisation, les surtaxes, tout ça, tout ce qui freine en fait justement l'innovation économique et freine. Voilà. Donc la politique en fait européenne, elle, simplement, nous a tué, tout simplement, elle a tué nos entreprises, notre économie, et donc le résultat aujourd'hui des déficits que l'on connaît, donc, est principalement lié justement aussi à cette surétouffement au niveau des normes, au niveau légal, au niveau des taxes, et on le paye très cher, et c'est forcément nous les contribuables, c'est pas les politiques qui vont payer, c'est nous qui sommes en train de payer l'ardoise, on commence à l'entrevoir en fait. Voilà. Bon, et enfin, pour donner vraiment la conclusion finale, c'est l'or, hein. L'or, lui, a réétabli un record cette semaine. Donc je l'ai vu hein, clairement passer. Incroyable. L'or est à 18 109 euros le kilogramme 24 carats, c'est-à-dire l'or pur. Donc c'est du jamais vu, hein, parce qu'on voit qu'en fait, en l'espace de 10 mois, c'est-à-dire depuis janvier 2024, l'or a pris 15 000 euros plutôt. Voilà. Ouais, 20 000 euros. Enfin, c'est du jamais vu quand même dans l'histoire de l'or, hein. C'est-à-dire que même, vous voyez, quand il y a eu des grosses remontadas, là, par exemple en 2010, l'or a mis, allez, 1 an et demi pour faire, allez, 10 000 euros, quoi. Monter 10 000 euros. Là, en moins d'un an, on a pris 20 000 euros. Donc, c'est pas quelque chose, quoi. Je vous rappelle que l'or, c'est le baromètre, en fait, hein, de l'économie mondiale, quelque part, parce que faut pas dire que l'or, c'est pas parce qu'il augmente par rapport à la valeur de l'euro que c'est la valeur en elle-même de l'or qui augmente. En fait, c'est la valeur des monnaies fiat comme l'euro, le dollar ou même le CHF, c'est-à-dire que même le franc suisse a perdu de la valeur par rapport à l'or. C'est-à-dire que l'or a même donc, pris de la valeur par rapport au dollar, donc à l'euro, au yen japonais, j'en parle même pas. Également récemment par rapport au franc suisse. Il a battu un nouveau record. Donc ça veut dire que toutes les monnaies fiat sont en train de se casser la figure et pas étonnant parce qu'elles sont liées forcément à la planche à billets que l'on fait fonctionner en masse par nos banques centrales, nos gouvernements. Donc pas étonnant que l'or reste toujours plus la valeur refuge par excellence. Bon, bah ce sera tout, écoutez les amis pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, et puis si vous êtes d'accord aussi, hein, évidemment, avec notamment ce que je vous dis sur le Bitcoin et tout. Je rappelle bien sûr, hein, je n'ai pas de boule de cristal, hein, je ne connais pas l'avenir, je n'ai pas la science infuse, très important. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre aussi des commentaires pour me dire si vous avez des idées sur des vidéos, si vous voulez que je fasse des projets précisément crypto, notamment par exemple le TAO, Bittensor. Vous savez que j'ai pas trop de temps, hein, en ce moment je vous le cache pas avec le travail et tout. Mais pourquoi pas, vous me direz, j'essaierai de faire ça, pareil un dimanche. Voilà. Bon, sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, semaine prochaine, hein, en fait, pour une autre vidéo. Et puis voilà, allez, la bise, ciao.